Bonjour chers étudiants, nous continuons aujourd'hui notre examen de la notion de service public. Après avoir examiné la genèse de cette notion et les développements qu'a connu la notion de service public, on a enchaîné avec cette crise ou déclin dont a fait l'objet la notion de service public. Alors nous avons dans la séance précédente parler des clauses exorbitantes de droit commun comme critère de la qualification de l'acte du contrat administratif. Dans cette séance, nous allons parler de deux dimensions de la crise de la notion de service public, à savoir l'apparition des services publics industriels et commerciaux et les organismes privés chargés d'une mission de service public. Donc ce sont deux manifestations de cette crise de la notion de service public qui a duré plusieurs années. Alors, s'agissant tout d'abord des services publics industriels et commerciaux, on doit noter que l'introduction de la notion de service public dans le domaine économique et social a provoqué l'apparition d'une distinction entre deux catégories essentielles. Les services publics administratifs, les SPA, et les services publics industriels et commerciaux, les SPIC. Les SPIC reçoivent le plus souvent la forme d'établissement public parce qu'ils nécessitent une certaine souplesse plus grande de gestion et une grande autonomie. Alors, quels sont les critères d'identification des services publics industriels et commerciaux et qu'en est-il de leur régime juridique? Pour définir ou déterminer les critères d'identification des services publics industriels et commerciaux, il faut définir qu'est-ce qu'on entend par les services publics administratifs. Alors, les services publics administratifs, les SPA, sont difficiles à définir en raison de leur grande diversité. On en donne généralement une définition négative. Ce sont des services qui n'ont pas un objet d'activité industrielle et commerciale, qui ne sont pas financés par des prix, par des recettes provenant de la vente de produits ou de services, et qui ne sont pas soumis à des objectifs de rentabilité ou d'équilibre financier. Autrement dit, longtemps, le service public a revêtu un aspect à peu près unique, celui d'un service public géré par l'administration suivant des formes autoritaires, conformément aux traditions de la hiérarchie administrative. Les services publics industriels et commerciaux, au fur et à mesure que l'intervention de l'État s'est étendue, des services publics d'un nouveau type apparurent qui exigeaient qu'à leur égard, les règles traditionnelles du droit administratif fussent assouplies. La jurisprudence consacre cette notion de SPIC fonctionnant des conditions analogues à celles du droit privé dans un arrêt de principe rendu par le tribunal des conflits le 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain, avec les conclusions de commissaire du gouvernement Mater. C'est une affaire dite du bac de Deloca, conçue au début comme exceptionnelle, et l'a pris depuis lors une grande ampleur. Ces services se caractérisent essentiellement par leur objet. Au sens juridique du terme, ils font du commerce. C'est-à-dire, ils achètent pour revendre. Au point de vue économique, ce sont de véritables entreprises de production, de distribution, de transport, de crédit, d'assurance, etc. Cependant, comment ces deux catégories de services publics se distinguent-elles? C'est la question primordiale à laquelle la jurisprudence a donné une réponse. Alors, on utilise généralement deux critères, un critère textuel et un critère jurisprudentiel. Commençons tout d'abord par le critère textuel. S'agissant de la définition, on peut faire fond sur les termes qu'a employé le législateur. Il est arrivé que ce dernier ait qualifié certains services de SPIC. En principe, c'est le créateur du service qui lui donne sa nature et sa qualification. Une loi, un décret ou une délibération d'un conseil communal dispose qu'il est institué un SPIC dans tel domaine. Le problème de l'identification du SPIC ne se pose pas lorsque le législateur ait qualifié le service, étant précisé que lorsque la qualification aura été opérée par le pouvoir réglementaire, le juge se réservera de donner au service la qualification réellement conforme à son activité. Le plus souvent, donc, les qualifications textuelles sont exprimées en termes simples, désignant les services comme ayant un caractère administratif ou un caractère industriel et commercial. Elles sont parfois plus contournées. Ainsi, s'agissant des établissements et services d'utilité
agricoles créés par les chambres d'agriculture, la loi énonce qu'ils sont gérés conformément aux lois et usages du commerce. En ce qui concerne les services communaux d'assainissement, la loi indique qu'ils sont financièrement gérés comme des SPIC. Cela étant, c'est surtout dans l'hypothèse où un service est assuré par un établissement public qu'il arrive qu'il fasse l'objet d'une qualification textuelle. Plus exactement, c'est alors la qualification donnée à l'établissement qui se répercute sur le service. Qu'en est-il maintenant du critère jurisprudentiel? Souvent, le texte ne prend pas la précaution de qualifier le service. Dans ce cas, c'est au juge qu'il appartient, en cas de litige, de pourvoir. Si le législateur n'a pas eu l'occasion de qualifier le service, dans ce cas-là, on pourrait penser à un critère rationnel. Et on qualifierait de SPIC les services qui sont amenés à faire des actes de commerce. La jurisprudence ne s'est jamais ralliée à ce critère. En réalité, elle a adopté, en cette matière comme en bien d'autres, un critère essentiellement empirique. Celui-ci concerne l'objet du service et les conditions générales dans lesquelles il fonctionne. Il envisage la nature du service, son organisation, ses conditions de fonctionnement, ses relations avec les usagers et, s'il paraît que l'ensemble de ces conditions rapproche le service d'une entreprise privée, lui reconnaît le caractère de SPIC. C'est en 1956 seulement que le Conseil d'État rendra l'arrêt qui déterminera les données à considérer en vue de se prononcer sur le caractère d'un service public. C'est l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, conclusion Lyon-Laurent, commissaire du gouvernement Laurent. À propos d'un établissement public dit caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique. La règle du jeu est la suivante. Un service ne sera reconnu comme industriel et commercial que si, aux 3 points de vue, objet, origine des ressources, modalité de fonctionnement, il ressemble à une entreprise privée. Il suffit qu'il en diffère à l'un de ces 3 points de vue pour qu'il soit tenu pour administratif. S'agissant particulièrement des services assurés par les personnes publiques, on pourrait dire d'autre part que leur caractère administratif est présumé, parce que normalement leurs activités sont d'ordre administratif, et que la présomption ne peut être renversée que si la ressemblance recherchée apparaît aux 3 points de vue à la fois. Donc, en l'absence de qualification opérée par le législateur, un service ne sera considéré comme industriel et commercial que si 3 conditions sont réunies. Première condition est relative à l'objet du service. L'objet du service doit apparaître comme industriel et commercial, c'est-à-dire semblable ou assimilable à celui des activités prises en charge par des industriels ou des commerçants privés, ce qui implique généralement la production ou la vente de biens, de prestations. Et il s'agit des opérations par lesquelles se concrétise l'exécution du service. Dans un certain cas, ces opérations sont certainement celles qui peuvent être le fait d'une entreprise privée, par exemple, gestion d'un entrepôt frigorifique, objet industriel et commercial. Dans d'autres cas, il en va certainement autrement, par exemple, distribution de subventions non remboursables, objet administratif, ou octroi des intéressés de prêts sur gage. La condition relative à l'objet du service devrait également exclure les monopoles, mais s'il est arrivé à la jurisprudence de statuer en ce sens, cela n'a pas toujours été le cas. La deuxième condition est relative au mode de financement, c'est-à-dire l'origine des ressources. Pour être industriel ou commercial, le service doit être principalement alimenté par des redevances payées par des usagers et non pas par des subventions budgétaires ou des recettes fiscales. Autrement dit, le service doit être constitué en majeure partie par les recettes provenant des redevances payées par les usagers en contrepartie directe des biens ou des prestations que leur procure le service, ce qui aboutit à la recherche d'une certaine correspondance entre le coût réel du bien ou du service et la redevance demandée à l'usager. C'est une donnée beaucoup plus précise et qui ne laisse guère la place à la subjectivité. Le fait que les ressources du service proviennent au moins principalement des redevances ayant le caractère de prix perçus sur ces usagers en contrepartie des prestations fournies va dans le sens de son caractère industriel et commercial. La troisième condition est relative aux modalités d'organisation et de fonctionnement du service. Le service public doit relever du droit privé. Recours important
aux règles de la comptabilité privée, aux usages du commerce, etc. Quelle que puisse être la nature économique de son objet, le service sera administratif si y ont été introduites des règles d'organisation et de fonctionnement, des traits qui présentent un caractère exorbitant et administratif. Les modalités de fonctionnement sont telles, parfois, qu'elles excluent clairement le caractère industriel et commercial du service, cas où le tarif des redevances est tel que toute possibilité de bénéfice est délibérément exclue, le service fonctionnant à prix coûtant, et a fortiori, cas où le service est gratuit. Le fait qu'un service est assuré directement en régie par une personne publique et surtout par une collectivité territoriale peut, dans certains cas douteux, inciter ou aider à apprécier ses modalités de fonctionnement, comme n'allant pas dans le sens de sa qualification comme industrielle et commerciale. Exemple, l'exploitation d'une piscine municipale. On retrouve ainsi l'idée qu'un service public assuré en régie par une personne publique est présumé administratif. Le doute profite à la présomption. Il y a là un facteur intéressant de simplification du diagnostic. Mais lorsqu'il n'y a pas matière à doute, la gestion en régie ne saurait être une contre-indication à la qualification de SPIC. Lorsqu'un service bénéficie d'un monopole légal, on devrait estimer que ces modalités de fonctionnement lui impriment un caractère administratif. Cependant, la jurisprudence ne fait pas d'un tel monopole une contre-indication du caractère industriel et commercial du service. Voilà donc brièvement les trois conditions qui doivent être satisfaites pour qu'on puisse parler d'un service public industriel et commercial. Qu'en est-il maintenant du régime juridique des SPIC? Le régime juridique des SPIC est aussi complexe que leur définition. Ils sont soumis à un régime juridique profondément différent de celui des SPA. Il s'agit d'un régime mixte dans lequel se trouvent combinés des éléments de droit privé, entraînés par le caractère commercial de l'activité et des éléments de droit public justifiés par l'idée du service public. Il en résulte que le contentieux de ces services est lui-même mixte, mi-judiciaire, mi-administratif. L'idée générale qui sert de fondement à la compétence judiciaire est que les SPIC fonctionnent dans des conditions analogues à celles des entreprises similaires des particuliers. C'est d'ailleurs ce trait que la jurisprudence retient comme étant le critère même du service industriel. Toutefois, si le régime de droit privé et la compétence judiciaire constituent le principe très général, certaines règles du régime spécial de droit public, entraînant la compétence administrative, sont susceptibles de recevoir application du fait que les services en question demeurent des services publics. Dans une certaine mesure, il s'agit donc d'un régime mixte, juridique mixte, mais dans lequel l'empire du droit privé constitue la règle. Il y a une présomption générale, les résurgences de droit public n'étant que l'exception très limite. Les règles de compétence contentieuse sont particulières et ceci entraîne évidemment une répartition entre le droit public et le droit privé du régime juridique applicable. Demeure soumis un régime de droit public et relève du contentieux administratif les règles d'organisation du service, entendues dans un sens assez général pour y inclure même le statut du personnel et même si le règlement émane d'une personne privée gérant le service. Les décisions concernant le personnel de la direction générale et le chef de la comptabilité, lorsqu'il a la qualité d'agent public, relèvent au contraire en principe du droit privé et pour le contentieux des tribunaux judiciaires, les rapports du service avec le personnel autre que personnel de direction générale et de direction comptable. Cependant, il peut arriver que, en vertu de textes particuliers, tout ou partie de ce personnel ait la qualité de fonctionnaire public. Les rapports entre les services et les usagers relèvent toujours du droit privé. Les contrats qui peuvent les lier sont des contrats de droit privé, même s'ils renferment des clauses exorbitantes du droit commun. En revanche, les contrats conclus avec d'autres personnes que les usagers ou le personnel, fournisseurs par exemple, sont administratifs ou de droit privé selon les critères habituels en la matière, notamment celui des clauses exorbitantes du régime exorbitant. La responsabilité du service envers les usagers est rattachée à l'exécution du contrat de droit privé intervenu entre ceux-ci et le service. Elle est donc toujours régie par les règles du droit privé et peut être mise en cause devant les seuls tribunaux judiciaires, même lorsque le fait dommageable se rattache à un travail public.
La jurisprudence a étendu cette solution au cas des usagers non liés par contrat au service ou aux candidats usagers. En ce qui concerne la responsabilité envers les tiers, il obéit en principe aux mêmes règles, sauf lorsque le dommage est imputable à un travail public. Voilà donc ce qu'on peut dire de ces organismes, voilà ce qu'on peut dire de ces services publics industriels et commerciaux. Voilà, donc on s'arrête à ce stade et on va enchaîner dans la séance prochaine avec les organismes privés chargés d'une mission de service public. À la prochaine séance.